Pour la nouvelle conférence ici sur le plateau de la Sierra Télé, retransmise sur sierratv.com, nous allons parler de sécurité alimentaire. Tout savoir pour être au top. Les réponses avec Philippe Meunier et ses intervenants de la société Ecolab. Philippe Meunier est responsable marketing de la société. Bonjour à tous et à toutes et un grand merci pour nous avoir rejoints sur cette table ronde sur la sécurité alimentaire en restauration. Je suis Philippe Meunier et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde sur ce sujet extrêmement important pour tous les restaurateurs, mais aussi très passionnant. Avant de débuter cette table ronde, laissez-moi vous présenter nos différents intervenants. Tout d'abord le docteur Jean-Philippe Gillard, spécialiste en hygiène alimentaire, qui fera le tour un petit peu des risques autour de l'hygiène alimentaire que l'on peut rencontrer en restauration et comment s'en prémunir, bien évidemment. Ensuite, Michael Kouls, responsable marketing food service chez Ecolab, qui fera un point sur l'évolution de la législation avec notamment la transparence des contrôles officiels et un parallèle sur ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe où cette transparence a déjà eu lieu. Et enfin, le chef Christophe Muller, meilleur ouvrier de France, chef exécutif à l'Auberge du Pont de Coulonges, compagnon de route de Paul Bocuse depuis de très nombreuses années. 26 ans. 26 ans, exceptionnel. Et puis qui anime l'équipe des chefs MOF dans ce temple mythique de la gastronomie française. Et il fera vraiment un tour d'horizon sur son expérience avec Ecolab en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène. Se nourrir est à la fois un besoin vital, mais aussi un art de vivre dans notre pays. Cela, bien évidemment, doit être avant tout un plaisir. Depuis les arrêtés de 95 et de 97, on pourrait penser que le risque de toxi-infection alimentaire collective en restauration est plutôt en diminution, puisqu'on a mis en place la SACCP. En fait, en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que ces chiffres restaient stables. Alors, docteur Gillard, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les risques qui sont encourus lorsqu'on peut aller dans un restaurant en matière d'hygiène alimentaire non respectée? Oui, donc bonjour tout le monde. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voudrais rappeler un petit peu les statistiques sur les intoxications alimentaires collectives qu'on appelle les TIAC. Les TIAC représentent aujourd'hui en France environ 10 000 cas, 10 000 foyers chaque année qui sont déclarés officiellement auprès des services vétérinaires et ce qui représente environ entre 10 000 et 14 000, en nombre de foyers, c'est entre 1 000 et 1 400 et en nombre de personnes, c'est entre 10 000 et 14 000 personnes intoxiquées chaque année. Pour rappel également, une toxi-infection alimentaire collective, à partir du moment où 2 personnes ont consommé le même aliment et présentent des troubles de type gastro-intestinaux, on parlera d'une toxi-infection alimentaire collective. Donc ces chiffres sont quand même importants et si on regarde un petit peu quels sont les micro-organismes à l'origine de ces intoxications alimentaires collectives en France, on constate que les norovirus représentent 10%, c'est-à-dire que c'est le 3e facteur d'intoxication alimentaire collective en France. D'où l'intérêt de se pencher un peu plus profondément sur ce type de micro-organisme. Donc un virus est une toute petite particule qu'on appelle un vibrion et qui est de très petite taille puisqu'il représente environ le 10e de la taille d'une bactérie. Et il contient évidemment du matériel de reproduction de type ADN ou ARN. Il se reproduit par multiplication explosive, c'est-à-dire qu'un virus a obligatoirement besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Et au moment de sa multiplication, il détruit la cellule hôte et doit se retrouver dans le milieu pour retrouver une nouvelle cellule hôte pour pouvoir se multiplier. La survie en milieu externe, hors de la cellule hôte, est évidemment variable en fonction des conditions extérieures de ce milieu. Et évidemment, les virus sont à l'origine de très nombreuses maladies, qui peuvent être la grippe, l'hépatite B, la varicelle, la polio, le virus Ebola, etc. Mais également donc les gastro-entérites. Et aujourd'hui, le norovirus représente, tout pays confondu et toute classe d'âge confondue, la première source de gastro-entérite en France donc, et dans tous les pays. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gastro-entérite ? C'est une affection virale qui va toucher les voies digestives et donc qui va se traduire au niveau des symptômes par des selles abondantes, par des vomissements, par des crampes abdominales
des douleurs abdominales, éventuellement de la fièvre. Ces symptômes vont apparaître entre 12 et 24 heures après l'ingestion du virus et vont durer entre 1 et 2 jours. Et au bout d'un ou 2 jours, les symptômes vont disparaître. Il a été découvert la première fois en 1972 suite à une épidémie donc de norovirus dans une ville qu'on appelle Norwalk aux États-Unis, dans l'Ohio, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le norovirus. Donc la provenance et la transmission du norovirus, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement par les selles et les vomissements qui sont extrêmement contaminantes. En effet, il suffit d'après les analyses qui ont été faites, il suffit de très petit nombre de virus pour arriver à déclencher une gastro-entérite. On estime que 18 particules sont suffisantes. Et quand on pense que sur une tête d'épingle, on peut avoir jusqu'à 1000 particules virales, et que dans un gramme de sel ou un gramme de vomissement, on peut avoir jusqu'à 5 billions de particules virales, on imagine évidemment facilement à quel point ce norovirus peut être contagieux et peut contaminer donc, beaucoup de personnes. Donc la transmission va se faire essentiellement par les contacts. Les contacts soit directs entre une personne infectée et une personne non infectée, soit indirects via des surfaces, c'est-à-dire qu'une personne infectée peut contaminer des surfaces et une personne non contaminée, évidemment, toucher cette surface et être contaminée. Mais il peut également y avoir une contamination via des aliments ou via l'eau directement, et également une transmission aérienne qui peut être faite. Donc ça a été mis en évidence sur certaines études d'avoir une transmission aérienne relativement importante. Une personne qui a été contaminée, il faut savoir, va rester contaminante pendant un certain temps, qui peut aller jusqu'à plusieurs jours, ce qui fait qu'on peut très bien avoir ce qu'on appelle des porteurs asymptomatiques ou porteurs sains, c'est-à-dire que la personne est susceptible de transmettre le virus sans présenter aucun symptôme de maladie. Donc si on regarde un petit peu la résistance du norovirus, c'est un virus qui est très difficile à éliminer. Aujourd'hui, les études montrent qu'il faut un taux de 300 ppm, c'est-à-dire 300 mg par litre d'eau en chlore, pour arriver à détruire ce virus. Or, aujourd'hui, la législation française, par exemple, impose un maximum de 80 ppm de chlore actif par litre d'eau pour désinfecter les végétaux ou les fruits. Il résiste également assez bien aux rayons gamma qui sont utilisés, en tout cas aux doses habituelles utilisées dans l'industrie agroalimentaire avec les rayons gamma. Donc il est assez difficile à éliminer. Et d'autre part, il va résister assez facilement dans son environnement, puisqu'il va résister jusqu'à 2 semaines dans un environnement. Et plus l'environnement est froid et sec, plus il va résister. C'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles on a plus souvent des gastro-entérites dans la période hivernale. Non seulement il y a un affaiblissement de l'organisme de manière générale, mais également il y a ces conditions qui favorisent la survie du microbe sur les surfaces extérieures. Il va survivre également assez facilement à la température, environ 30 secondes à 100 degrés Celsius, et il résiste à des pH acides et alcalins. pH de 2, pH de 12, il va pouvoir résister pendant plus d'une demi-heure à une température ambiante. Ce novovirus, il a vraiment une virulence impressionnante, hein. 18 particules pour être contaminé. Et puis, en l'absence donc de mesures adaptées, sa persistance, elle fait vraiment froid dans le dos, hein, c'est le cas de le dire. Alors, docteur Gillard, est-ce que vous pouvez donner des exemples de cette virulence, de cette activité pour un restaurateur? Des exemples concrets de ce qui a pu être mesuré, vérifié sur le terrain? Oui, alors tout à fait. Donc, ici, vous avez donc un tableau qui vous montre les différentes incidences qu'il peut y avoir. Donc, il y a une incidence, en fait, je dirais double au niveau d'un établissement de restauration, puisque d'une part, il y a une incidence au niveau du personnel, à savoir que si le personnel est touché par une gastro-entérite, il va développer évidemment des symptômes. Il va y avoir donc être mis à l'arrêt, donc des risques de diminution de l'activité du restaurant, mais également des risques de fermeture de ce restaurant, puisqu'il va falloir, dans bien des cas, nettoyer et désinfecter. Et pendant ce temps-là, évidemment, on ne peut pas travailler. Donc ça va évidemment être une perte de revenus pour le restaurateur, mais c'est également du côté clientèle, puisqu'il est évident que si un client a été contaminé dans un établissement de restauration, d'une part, vous allez perdre le client en question, donc il va perdre évidemment la fidélité, mais également avec les médias aujourd'hui et les réseaux sociaux,
cette mauvaise publicité pour l'établissement va être très rapidement importante et donc il va y avoir une perte également pour le client de chiffre d'affaires et donc de fidélité de ses clients. Donc on a aussi sur le transparent qui est montré quelques exemples européens qui ont été pris donc en Grande-Bretagne où on a constaté en décembre 2016 une augmentation de 50% des cas de norovirus déclarés donc en Angleterre. On a aussi ont été déclarés également en milieu hospitalier plus de 400 incidents à norovirus en milieu hospitalier en Angleterre et dans 95% des cas, ces incidents ont donné lieu à une fermeture du service pour nettoyage et désinfection. Donc ça entraîne évidemment des conséquences très importantes. Et puis en restauration, il y a eu 4 déclarations d'épidémie à gastro-entérite en Angleterre en 2016. Donc un plan de prévention des risques pour un établissement de restauration, ça consiste à se poser surtout les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est de savoir si on a un plan d'hygiène en place, un plan d'hygiène qui prévoit évidemment les procédures efficaces de nettoyage et de désinfection. C'est également d'avoir un plan d'intervention en cas d'incident, c'est-à-dire que si une personne vomit par exemple brutalement dans l'établissement, que ce soit un convive ou que ce soit quelqu'un du personnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut que le personnel le sache. Et je dis bien le personnel, c'est-à-dire qu'il faut également que le personnel soit au courant. Si jamais l'encadrement n'est pas là au moment où ça se passe, il faut que le personnel sache comment réagir. Il faut évidemment avoir à disposition des produits de nettoyage et de désinfection pour les mains comme pour les surfaces efficaces sur le norovirus. Et il faut avoir des EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, qui permettront de traiter l'incident sans risquer de se contaminer soi-même. Donc avoir tous ces équipements et de savoir comment les utiliser. Ainsi, si on prend le cas d'un vomissement spontané dans un établissement, la méthodologie à suivre impérativement, c'est tout de suite d'isoler la zone infectée, de manière à éviter une propagation du virus. Porter les EPI, c'est-à-dire que le personnel qui va traiter cette salissure va devoir s'équiper avec des gants, des lunettes, un masque, aller nettoyer et désinfecter la zone qui a été contaminée, et évidemment derrière éliminer les éléments qui ont servi au nettoyage comme des déchets dangereux. Il ne s'agit pas de les jeter à la poubelle d'une manière standard. Donc si on peut résumer en 6 conseils pour réduire le risque de norovirus, on a d'une part le nettoyage et la désinfection des mains, puisque les mains sont une source de contamination et de transfert des norovirus très importante au moment où on va aux toilettes, au moment où on manipule les aliments, pour éviter la transmission du virus. Il va falloir également que le personnel qui manipule les aliments soit bien informé des risques qu'il y a à propager le virus lors de cette manipulation. Bien sûr, il faut que le personnel ou les personnes qui sont malades et qui ont donc des symptômes de gastro-entérite ne quittent pas le domicile et restent chez elles pour éviter la propagation. Il faut bien évidemment nettoyer, désinfecter les surfaces et les mains et la vaisselle d'une manière correcte et avec des produits adéquats. Et enfin, il faut éviter les contacts entre les personnes malades et les personnes saines pour éviter la propagation du virus. Docteur Gillard, un grand merci. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à la fin de cette intervention. On comprend qu'avec de tels risques, le législateur souhaite s'assurer d'une maîtrise de l'hygiène. Donc c'est dans ce cadre que la nouvelle disposition réglementaire qui va bientôt entrer en vigueur fait office de transparence des contrôles officiels. Donc transparence, c'est grosso modo un TripAdvisor de l'hygiène qui va pouvoir être visible sur les sites internet, sur votre smartphone. Ce texte a déjà fait couler beaucoup d'encre. Michael Kulz, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce texte et surtout nous expliquer comment ça s'est passé dans d'autres pays d'Europe où ce type de législation a déjà été mis en œuvre? Oui, bien sûr. Donc, c'est une tendance en Europe, notamment la mise en transparence du niveau d'hygiène des restaurateurs, ayant comme objectif, bien sûr, que le consommateur ait un critère en plus afin de faire un choix du restaurant où il ou elle veut aller dîner, par exemple. C'est une tendance en Europe. Peut-être c'est bien à dire, il y a déjà 8 pays en Europe qui ont mis en vigueur un système de mise en transparence. Comme il y a le Royaume-Uni, il y a quelques pays nordiques, le Danemark, la Finlande, le Norvège, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas. Il y a 2 pays qui projettent de le faire,
notamment l'Allemagne et la Suède. Et en France, concrètement, ça sera mis en vigueur à partir du 3 avril 2017. Donc le décret a été publié décembre 2016 et tous les contrôles effectués à partir du 1er mars de cette année 2017 seront rendus publics. Le niveau d'hygiène du restaurateur sera rendu public à partir du 3 avril. Quelle information spécifique est rendue publique? Donc bien sûr, c'est le nom de l'établissement, son adresse, c'est la date du dernier contrôle et c'est son niveau d'hygiène qu'il a obtenu lors du contrôle. Donc c'est très, très satisfaisant à améliorer ou à corriger de manière urgente. Donc voilà comment cette information s'est rendue publique. Donc il y a 3 possibilités. Sur le site du gouvernement en France, ça s'affiche sur une carte interactive sur le site web. Donc il suffit simplement de cliquer sur une adresse et le niveau d'hygiène apparaît de cet établissement-là. Deuxième possibilité, c'est une application mobile. Donc c'est une application sur le smartphone. Le même principe, je clique sur une adresse et j'ai cette information sur le niveau d'hygiène. Et troisième possibilité, c'est le restaurateur même qui peut télécharger l'affiche du site du gouvernement et le poster donc à la porte d'entrée de son restaurant. Donc voilà. Un point sur l'importance de ces baromètres auprès des consommateurs européens. Donc quelques éléments que j'aimerais bien souligner. Seulement 9% des consommateurs ignorent les scores d'hygiène quand ils choisissent un restaurant. 22% des consommateurs ne choisiront un établissement uniquement si le score d'hygiène s'est amélioré considérablement. L'importance des réseaux sociaux. Bien sûr, un feedback sur des réseaux sociaux impacte directement l'image du restaurant. Il est donc important d'investir en amont dans l'hygiène alimentaire pour ne pas perdre la confiance du client. Merci Michael. On mesure bien les conséquences d'une mauvaise hygiène. Ce n'est pas réellement nouveau, puisqu'il y a quelques années, un magazine professionnel avait déjà montré que la première source d'insatisfaction des convives était une vaisselle sale, très loin devant une mauvaise qualité de service. Donc ce n'est pas nouveau, je veux dire, c'est juste amplifié et amplifié par des médias sociaux que je vais qualifier de médias sociaux publics dans ce cas-là. A contrario, quand on fait l'effort de la propreté et de l'hygiène, est-ce que c'est valorisé? Chef Muller, vous qui faites cet effort dans votre établissement depuis de très nombreuses années en partenariat avec Ecolab, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez pu remarquer qu'une vaisselle étincelante, des nappages éclatants participaient à la fidélisation de vos clients? Qu'est-ce que vos clients vous disent quand ils voient une vaisselle propre? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils mettent en avant spontanément ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient? Nous, l'avantage qu'on a, c'est que quand on voit l'agent d'Ecolab arriver, on le prend comme un ami. C'est-à-dire on lui dit tout ce qui s'est passé la semaine. On a eu des petites tâches sur peut-être éventuellement sur la sortie d'une assiette parce qu'il y avait un petit peu trop d'acidité ou pas assez. On avait peut-être les couverts qui avaient un petit... l'argenterie partait trop vite. Là, je parle du 3 étoiles. Mais en fin de compte, on arrive à régler le tir avec vous. Et pour moi et pour le groupe Bocuse, c'est très important la propreté. Qu'on soit dans un 3 étoiles, on a la chance, nous, de partir du burger jusqu'au 3 étoiles. Donc, on a vraiment un style de restauration qui est étalé. Et même moi, quand je vais manger dans un restaurant, même si c'est dans une brasserie, il faut que la vaisselle soit impeccable. Et les clients, vous savez, souvent on disait, on va manger un steak tartare dans tel ou tel restaurant parce qu'on sait que la viande, elle est propre. Mais pour moi, je préfère que l'assiette soit propre, les couverts soient propres, les verres soient propres. Et on sait de toute façon, un établissement, le suivi qu'il a. Donc les clients, ils savent très bien. Et ils nous le font remarquer si c'est très bien ou pas. Et je trouve très bien votre système, votre application, la propreté. Et si on allait plus loin dans les choses, moi qui joue au golf on a un handicap. Meilleur on est, plus le handicap baisse. Et ben je trouve que même nous les êtres humains vis-à-vis de notre travail ou vis-à-vis de toutes les tâches qu'on fait, on devrait avoir une note comme un handicap.
ça serait mieux. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez nous faire part d'un élément où le responsable de secteur qui est venu chez nous, chez vous, des collabs, vous a aidé dernièrement, quelque chose de concret qui vous a permis d'améliorer encore la qualité de votre hygiène? Ouais, c'est tout bête. Hein. Alors peut-être que les gens ne comprennent pas les choses comme nous, mais on avait une petite trace à la sortie du séchage des assiettes. Donc en fin de compte, on est venu, je lui ai dit, il y a une petite trace qui ne s'efface pas au torchon, il faut régler le tir. Alors c'est comme des voitures de Formule 1, il a réglé le tir, et puis quand il est parti, il nous a dit, chef, il n'y a pas de problème, on va rouler, s'il y a un incident, vous nous prévenez. En fin de compte, ils arrivent vraiment à régler la propreté en fonction de nos rendus. Donc, nous, je crois qu'on a les meilleurs, donc c'est bon. Merci, un grand merci, chef Muller, d'avoir pris du temps sur ce salon où vous êtes déjà très très sollicité, en plus de votre activité normale où on sait que vous êtes très sollicité déjà. C'était très intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Avant de passer à la session de questions-réponses qu'on souhaite avoir avec la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions, on aimerait pouvoir faire un petit tour d'horizon de conseils qu'on pourrait faire ou de solutions qu'apporte Ecolab en matière d'hygiène avec Michael. Et après, on passera aux questions avec la salle. Pas de question de cuisine, mais un truc tout bête. Avant, je faisais une dégustation de caviar. Donc nous, les chefs, on a l'habitude, on met le caviar sur notre main. Pourquoi on le met là? Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, si on est dans une restauration avec une vaisselle mal nettoyée, alors on le met là parce que le caviar se mange là et il n'y a aucun goût. On fait comme ça, on le mange. On prend une fourchette qui est mal lavée. Ça a un goût supplémentaire. On mange par exemple un potage avec une cuillère qui a un goût. Et le pire pour moi, c'est quand un verre est mal lavé ou essuyé. Nous, on a tellement de palais, tellement de flair, on arrive à détecter tout ça. On est comme des chiens. Donc, Michael? Oui, bien sûr. Donc, brièvement, quelques solutions que Ecolab apporte à ses clients pour améliorer aider le client à améliorer le niveau d'hygiène. Quelques programmes. Il y a un programme Apex en lave-vaisselle. Le mot-clé pour le programme, c'est contrôle et sécurité. Le programme consiste de produits en solide, produits de lavage, de rinçage en solide et non en liquide. C'est pratique, c'est léger, à placer dans les doseurs. Et l'aspect contrôle, c'est un contrôleur qui va capter des éléments, des températures de rinçage, températures de lavage de la machine, afin de suivre l'efficacité de la machine et de l'opération, afin de pouvoir donc gagner en temps pour la main-d'œuvre et faire des économies en eau et en énergie de la machine. Autre programme, c'est le Kitchen Pro en cuisine. C'est un programme des produits nettoyants et désinfectants professionnels. Le Kitchen Pro DES spécial, par exemple, comme produit, est efficace contre le norovirus pour faire le pont à ce que Dr Jean-Philippe Gillard a expliqué tout à l'heure. Un autre produit, c'est le Wash and Walk. Et donc, c'est un produit pour le sol, sans rinçage. Donc, on applique le produit quotidiennement, on nettoie le sol, mais le produit a aussi un effet antidérapant. Donc, l'accident numéro 1 en cuisine, c'est les glissades. Et bien sûr, un effet antidérapant aide à la sécurité du personnel en cuisine. Autre programme, c'est le programme hygiène à main. Donc, ça s'appelle Nexa, avec un doseur sans contact, une chimie antimicrobienne combinée avec un doseur sans contact. On peut installer en cuisine, mais ça s'installe aussi avec des stations Nexa à la porte d'entrée d'un restaurant. Sachez bien qu'un client qui entre un restaurant, qui peut se laver les mains, se désinfecter les mains, a déjà une idée que l'image de l'hygiène que le restaurant apporte à l'hygiène afin d'offrir alors cette solution de se laver les mains à l'entrée. Et bien évidemment, j'aimerais bien souligner, si je peux, le plus important pour Ecolab, c'est le responsable de secteur, qui est là pour le client, qui fait des visites régulières, comme Chef Muller a déjà un peu expliqué ce qu'on fait. On fait des audits, on fait des formations sur les équipements, sur les produits, des formations en classe individuelle. Le responsable de secteur fait aussi des formations en hygiène personnelle et bien sûr des actions proposées pour aider à la bonne pratique d'hygiène.
Ça, c'est le point crucial pour Ecolab, c'est le responsable secteur qui fait ces visites. Merci Michael. On a le temps peut-être pour une question. Et toutes les autres questions que vous n'aurez pas eu le temps de nous poser sur le plateau, je vous propose de nous les poser sur notre stand qui se trouve en hall numéro 6, C110. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Pas de question. Alors, vous voulez peut-être voir une démonstration de désinfection des mains? Michael, tu veux nous montrer comment on se désinfecte les mains avec la station de lavage Nexa? Donc ici, vous avez une station de désinfection dont a parlé Michael, qui permet d'être disposée à l'entrée d'un établissement ou d'un restaurant. Donc c'est un système qui est à détection, c'est-à-dire qu'il suffit de passer la main dessous et vous avez la dose normale de désinfectant qui est déposée sur les mains. Et ensuite, il faut se frotter les mains pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que la solution s'évapore, solution hydroalcoolique, et surtout en insistant sur les différentes parties de la main la plus contaminée, qui sont le creux palmaire, les espaces interdigitaux et évidemment le pourtour des ongles. Donc il faut bien insister sur toutes ces parties qui sont les plus à risque de transmettre des virus ou des bactéries évidemment. Et donc une solution hydroalcoolique comme ça va éliminer 95 à 98% des microbes, je dirais, transitoires sur les mains, puisque ça ne détruit pas la flore permanente qui est nécessaire à l'intégrité de la peau, mais ça détruit uniquement les microbes transitoires qui sont potentiellement pathogènes. On se croirait sur les bateaux de croisière, parce que c'est super strict. Et quand on se lave les mains, la première fois que j'y étais, j'ai été surpris, il faut frotter ses mains 30 secondes. C'est très long, on n'a pas l'habitude, et tant qu'on n'a pas frotté 30 secondes, l'eau n'arrive pas. Donc c'est bien, c'est là qu'on voit qu'on ne se lave pas les mains assez longtemps. Un grand merci à tous, et si vous avez des questions à nous poser, on peut se retrouver donc sur notre stand Ecolab, hall 6, C110. Merci. Ou Philippe Meunier à ses invités, responsable marketing de la société Ecolab, pour cette conférence qui nous en a appris beaucoup sur la sécurité alimentaire en restauration. On va poursuivre avec les bonnes pratiques de gestion des biodéchets en restauration dans une dizaine de minutes avec la société GECO.